que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire. Sophie Dulac rappelait votre parcours exceptionnel et votre jeune âge. Est-ce que ça vous a gêné à un moment donné d'être qualifié de talent précoce? On vous rappelle toujours cette précocité, cette entrée au cinéma très jeune. Je crois qu'à l'âge où on me le rappelait, j'étais moi-même persuadée d'être passée à côté de la vie, d'être trop âgée. Enfin, c'est-à-dire que j'étais dans une, je dirais pas folie, mais en tout cas dans un rapport tellement étrange à mon âge et au temps et où j'en étais, que je crois que cette chose-là me parvenait assez peu. Bien sûr, j'ai entendu, moins maintenant forcément, mais quand j'ai fait mon premier film, mais oui, à la période de mes deux, trois premiers films, on m'a parlé un peu de ça. Mais encore une fois, voilà, c'est une époque où j'étais plutôt obsédée par le temps qui passe, le sentiment la peur de passer à côté de la vie, enfin la difficulté à vivre au présent. Et je crois que ces obsessions-là faisaient écran, voilà, et me permettaient de ne pas voir cette précocité si tant est qu'elle existe, quoi. Donc, pour le déroulé de cette masterclass, je voudrais donner quelques clés. Donc, je trouvais ça beaucoup plus fécond et intéressant de parcourir votre œuvre de manière transversale, parce que précisément, on a affaire à une œuvre de cinéma avec ses motifs, ses obsessions, ses thèmes récurrents, et puis aussi une circulation d'acteurs, de film en film qu'on retrouve, qui reviennent. Je dirais même que c'est une œuvre cyclique et climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours pensé, alors ça va peut-être vous paraître prétentieux, mais je ne crois pas que ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec la manière dont mon désir de cinéma fonctionne. J'ai toujours pensé les choses en termes d'ensemble plus que de films individuels, quoi. C'est-à-dire que oui, les films existent bien sûr de façon autonome. Je crois pas qu'il faille les avoir tous vus pour les comprendre. C'est pas du tout dans ce sens-là. Mais en tout cas, pour moi, il y a un dialogue. Il y a toujours eu, avant même, avant même que j'ai fait les films, et avant même de savoir les films que j'allais faire ensuite, je pensais chaque nouveau film comme une sorte de petit caillou ou de pierre qui allait me permettre de construire une maison, quoi. Pour moi, le cinéma a toujours été un lieu, le lieu d'une, la recherche, la conquête d'une sorte de famille, mais une famille intérieure. Et chaque film me donne le sentiment de construire une nouvelle pièce, une grande maison, qui est une maison imaginaire. Donc quand bien même ces pièces-là n'existent pas encore, on les porte en soi. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a une circulation tout à fait d'un film à l'autre, avec plusieurs passages possibles, plusieurs portes, et ces liens-là comptent beaucoup pour moi, et font partie du plaisir que j'ai à faire des films. C'est-à-dire que je ne pense pas les films, et de plus en plus d'ailleurs, comme je ne pense pas les films seuls. Pour moi, les films ne sont pas des coups, c'est vraiment la suite. Ils répondent à l'un des films ou à tous les films. Ce sont toujours des réponses à ce qui précède, ou des post-scriptum, ou des compléments. En général, un film amène le suivant, je trouve. C'était figuré d'ailleurs, l'idée de cette maison et de cette construction dans un de vos films qui s'appelle Un amour de jeunesse, où l'héroïne, qui est interprétée par Lola Créton, est étudiante en architecture. Il n'y a pas de hasard, je crois qu'on peut y voir aussi là la métaphore de votre cinéma, cet intérêt pour l'architecture au regard de ce que vous venez de dire. Oui, la scène, il y a une scène dans ce film où son professeur d'architecture lui demande qu'est-ce qui l'a conduit à devenir architecte. Elle répond, je crois pas que sa réponse soit particulièrement impressionnante, elle reste un peu évasive. Néanmoins, ce qu'elle dit là, et cette scène-là, pourrait constituer une sorte de noyau dur de mon cinéma jusqu'ici, enfin en termes de paroles, en tout cas pas forcément en termes de plans, d'images, de ce qui se joue dans la scène, mais pour ce qui est du sens de ce qu'elle dit. Je crois que cette scène d'un amour de jeunesse où elle tente d'expliquer la raison de sa vocation, la force que ça lui a donnée, l'évidence que ça a représenté pour elle, je crois qu'elle est vraiment au cœur
mon inspiration, ainsi que la scène peut-être aussi toujours dans le même film où le professeur qu'elle rencontre fait un cours autour de la lueur, parle de l'ombre et de la question de la lueur et le besoin qu'on a à la fois de lumière mais aussi d'ombre dans la vie et donc dans l'architecture et donc aussi dans le cinéma, enfin dans l'art en général, et ce dialogue-là, cette dialectique, si on peut dire, entre des choses contraires et aussi extrêmement centrale dans mon travail. Effectivement, un passage de l'ombre à la lumière et vice-versa, ce qu'on va voir dans une série d'extraits, donc il y en aura 8. Effectivement, donc on ne respecte pas l'ordre chronologique, mais on avance plus par thématique, puisque effectivement on a une œuvre d'une jeune auteure. Voilà, donc en fait ce que je vais vous proposer là, c'est de lancer déjà le premier extrait qui s'inscrit dans un chapitre que j'ai appelé Débat cinéphile. Voilà, donc le premier extrait est donc tiré du film Eden. Mais déjà, quelles sont vos universités, vos auteurs de prédilection? Comme le rappelait Sophie Dulac en introduction de cette discussion, vous avez fait un passage au Cahier du cinéma, vous avez écrit pendant 2 ans. Voilà, donc quels sont... d'où vous parlez en fait? Je parle pas de là en tout cas. Non, mais je veux dire, je parle pas de la... C'est jamais le regard... Je crois que... Pardon. Ça n'a jamais été le regard d'une critique quand j'ai écrit, enfin à quelques moments que ce soit, et à vrai dire, je ne suis pas très fière de mon passage au cahier qu'on ne cesse de me rappeler. Quand je dis que je ne suis pas fière, c'est dans le sens où j'avais énormément de mal à écrire, quoi, vraiment au sens le plus scolaire de ça, c'est-à-dire que j'ai essayé d'apprendre à écrire des critiques quand j'étais au cahier, parce que j'avais... je sortais je finissais mes études à la fac, je faisais un mémoire d'allemand. Je voulais devenir cinéaste. Je commençais en tout cas à formuler le fait que je désirais faire des films, et donc je voulais écrire, et je me sentais extrêmement paralysée par rapport à l'écriture, enfin très, très angoissée. J'étais convaincue que je ne savais pas écrire, que je ne saurais jamais écrire. Enfin, c'est d'ailleurs une chose dont j'arriverai jamais complètement à me débarrasser. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'écris mes films et que j'ai tendance à refuser toutes les propositions d'adaptation ou de coécriture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement fragile, dont je suis convaincue que c'est tellement fragile chez moi que j'ai besoin de le défendre, quoi. Et en fait, j'ai voulu rentrer au cahier pour apprendre à écrire, parce que j'ai pensé que c'était pas la plus mauvaise école pour apprendre à écrire que d'écrire sur les films. C'est-à-dire, quand je dis apprendre à écrire, c'est apprendre à avoir un regard, avoir un regard singulier, apprendre à penser les films, apprendre à être capable de formuler ce qui vous touche ou ce qui vous déplaît dans le cinéma. J'ai pensé que c'était important, et le fait est que ça m'a beaucoup aidé, mais je crois que les 2-3 ans m'ont apporté plus que je n'ai apporté au cahier. D'ailleurs, mes textes étaient écrits, réécrits, réécrits, enfin je ne sais pas combien de fois avant qu'ils soient publiables, quoi. J'avais vraiment beaucoup de mal, j'étais pas faite pour ça, et donc voilà, j'ai jamais vraiment adopté ni le point de vue, ni l'autorité ou l'aisance d'un véritable critique de cinéma. Et ma cinéphilie, ça a commencé, je dirais, vraiment, pas si tôt en fait. Souvent j'entends des cinéastes parler des films qui les ont marqués, formés à l'âge de 12, 13, 14 ans. Moi, c'est vraiment, bien sûr, je pourrais citer des films, mais ce serait assez anodin. Je n'étais pas là-dedans. Enfin, j'ai l'impression d'être restée dans l'enfance, en fait, jusqu'à très tard. Et bien sûr, je lisais, etc., mais j'étais pas dans le cinéma du tout. Ça a vraiment commencé avec l'expérience du plateau de fin août, début septembre. Simultanément, je ne saurais pas exactement dire est-ce que c'était juste avant, juste après, mais sûrement, en tout cas très accéléré par l'expérience du tournage. J'ai l'impression que ça a avant tout commencé de façon charnelle, en fait. Enfin, je veux dire, dans le fait de vivre le plateau, d'être là, de voir des comédiens travailler, de voir un metteur en scène filmer, le sentiment d'épanouissement absolu, enfin de plénitude que ça procurait à un moment où j'étais, comme souvent les adolescents, assez mal dans ma peau, je me cherchais, et le contraste en fait entre cette fragilité que j'avais, cette mélancolie aussi on peut dire, et puis et le sentiment de plénitude, l'impression que ça donnait du sens, quoi, que d'être dans la fiction ça donnait du sens, et c'est cette expérience-là qui a vraiment été fondatrice, et après j'ai commencé à regarder beaucoup de films, et c'est vrai que dans un premier temps et pendant longtemps, et je crois que ça restera toujours en moi comme quand même quelque chose de central,
ça a été vraiment la découverte du cinéma français moderne, enfin je veux dire la nouvelle vague, en commençant par un peu avant, enfin ça a été Bresson, ça a été Eustache, Doyon. Je sais qu'il y a un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque parce que les personnages avaient à peu près mon âge et étaient un peu dans le même monde que moi. Je crois que c'est très important quand on est adolescent de voir des films qui vous représentent vous. Parce que vous prenez conscience que vous avez le droit d'exister aussi, d'être représenté, enfin que votre vie à vous aussi a du sens, que votre monde est aussi est digne de représentation. Et je crois que le jeune Werther de Doyon qui racontait les émois enfin d'un groupe d'adolescents qui était à Montaigne, j'étais dans le quartier et c'est un film qui m'a bouleversée et je crois l'avoir vu en ayant à peu près l'âge des personnages. Ça a beaucoup compté. Mais voilà aussi la découverte des films de Bresson et puis le livre que j'ai dû lire peu de temps après, Notes sur le cinématographe. Et j'ai vu ces films sans les comprendre. Hein. Franchement, je ne crois pas qu'à 18 ans, je savais formuler pourquoi ça m'impressionnait tant. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas seulement parce que c'était des références et parce que c'était sacré, parce que c'était prestigieux. C'était vraiment une chose d'identification avec les présences féminines, notamment. Je voyais ça comme une quête de la grâce, enfin je pense que de ce point de vue-là, c'était pas complètement faux. Et il y avait quelque chose dans ce langage-là, dans cette sécheresse, cette concision, dans cette retenue, enfin qui me parlait, auquel je m'identifiais complètement. Et j'ai lu quelque part que quelqu'un parlait de ça, de ces films qu'on voit adolescents sans vraiment les comprendre, mais qui sont comme des lueurs dans la nuit, justement. Et moi, ça a été ça. C'est-à-dire ce sont des films les films de Truffaut, les films même de Rivette, enfin, c'est des films que j'ai découverts sans complètement savoir les comprendre, en parler, les appréhender, mais j'ai commencé à tendre vers ça à cet âge-là. Alors, donc là, on a, par rapport à cet extrait-là d'Éden, on a aussi un portrait de groupe, un portrait de jeunes. Vous disiez tout à l'heure que c'était important d'avoir des films qui vous représentent. Et là, en l'occurrence, votre œuvre, elle est vraiment complètement infusée par la biographie, l'autobiographie. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez, que vous revendiquez c'est une source d'inspiration intarissable? Intarissable, je sais pas. Je viens d'écrire un film là qui est sans doute mon premier film absolument pas biographique de quelque manière que ce soit. Je crois qu'il m'a fallu du temps pour être capable de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui, au contraire, et ça ne veut pas dire que leur œuvre est moins personnelle ou moins profonde, bien sûr, mais qui pendant des années vont faire des films en s'exprimant à travers des personnages qui sont des univers qui sont très éloignés d'eux, où tout a besoin d'être très indirect. Et puis il y en a d'autres dont je fais partie qui, au contraire, ne savent dans un premier temps, pendant des années, ou peut-être toute leur vie d'ailleurs, que s'exprimer en représentant un monde qu'ils connaissent très bien, à travers des personnages ancrés dans une réalité qui est la leur, etc. Ça a été mon cas jusque-là, et puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit ce film que je prépare maintenant, qui a aucun aspect autobiographique, mais je crois que je pouvais juste pas faire autrement en fait. Alors j'y voyais à l'époque une part d'honnêteté, enfin même si je veux pas y mettre de mots, je pense pas qu'il faut y voir, il faut pas juger ça en bien ou en mal. Je crois qu'on écrit vraiment sur ce qu'on peut, et moi en fait comme j'essayais de trouver, j'ai toujours essayé de trouver une forme de vérité, d'être dans une sincérité absolue par rapport à ce que je suis ou à ce qui me touche, aux gens que j'aime, en essayant de faire des portraits de ces personnes-là, et bien c'est ça qui s'est exprimé, et aller vers autre. Et je n'aurais pas pu aller vers des histoires qui auraient été plus extérieurement plus éloignées de moi. Mais en fait, cela dit, je n'ai fait qu'un seul film qui soit autobiographique, c'est le troisième. Et encore, Un amour de jeunesse, et encore c'est une véritable transposition, puisque je n'ai pas fait d'études d'architecture, je ne suis pas devenue architecte, donc malgré tout, ça reste vraiment de la fiction. Juste peut-être un mot, comme vous le mentionnez, votre dernier film. Le tournage est déjà prévu. Alors, je crois qu'il y a un titre provisoire qui s'appelle Maya. Maya, Mia. Oui, le tournage est prévu, mais le film est en cours de financement, donc je ne crois pas que je devrais trop en parler, mais c'est un film que je tourne en Inde cet hiver, normalement, et qui m'emmène loin de mes racines à tout point de vue.
les racines, justement, que ce soit dans un amour de jeunesse où tout est pardonné, enfin surtout dans Tout est pardonné, là vous racontez, vous vous connectez directement à vos origines, puisque l'action démarre à Vienne. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement en quoi Vienne résonne dans votre biographie? C'est vrai que Vienne représente une sorte de mythe familial pour moi, mais là encore, ce n'est pas mon histoire, l'histoire de cette... si certains d'entre vous ont vu ce film, c'est l'histoire d'une famille qui est moitié autrichienne, moitié française. Ils vivent à Vienne et puis les parents se séparent un jour et la petite fille ne revoit plus son père pendant 10 ans. Et c'est pas mon histoire, hein, mais c'est vrai que c'est inspiré d'une histoire de ma famille assez proche, mais simplement inspiré. En revanche, Vienne, oui, je suis très attachée à cette ville. C'est la ville où mon père est né et a grandi avec toute sa famille. Et je pense que le fait qu'il ait quitté cette ville à 18 ans, après un drame, enfin, rend cette ville et ce passé assez mythique pour moi. Et peut-être aussi le fait que c'était une famille nombreuse, ils étaient 6 enfants. Et donc il y a un aspect comme ça, un peu sûrement de fantasme, de rêve de ma part lié à Vienne, et du fait justement de moi n'avoir pas grandi à Vienne, de n'avoir pas eu cette vie-là, mais de l'avoir tellement entendu raconter enfin, par ma grand-mère. Après, l'autre aspect, c'est qu'il y a quand même une mélancolie viennoise qui je pense, qui existe réellement et qui est très présente dans ma famille, enfin côté paternel, et dont je crois avoir en partie hérité, même si le cinéma m'en a franchi, enfin au moins le temps des tournages. Et je crois que oui, commencer mon premier film à Vienne, c'était symboliquement important pour moi, parce que c'était une manière de revenir à la source de ce qui était pour moi la source de la mélancolie, quoi. Alors la mélancolie, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je voudrais qu'on parle d'un autre thème, le thème du paradis perdu, en fait, hein, que je trouve qu'il circule d'un film à l'autre. Et pour ce faire, nous allons lancer un deuxième extrait, toujours inscrit dans notre chapitre Les débats cinéphiles, où il est question d'un jardin d'Éden. Par le langage, donc là, ce qui m'intéressait, bien évidemment, c'est le débat de cinéma. On parle de ce jardin d'Éden. Juste un mot sur le père de mes enfants. Est-ce que, comme on va le passer tout à l'heure, est-ce que c'est un thriller économique, une chronique familiale, c'est un peu tout ça à la fois? J'ai du mal à mettre des mots sur enfin à définir le genre de mes films, et je crois vraiment peut-être ce qui les définit justement, c'est de ne pas être dans des genres. Enfin, j'ai toujours essayé de faire un cinéma qui, de ce point de vue-là, parle de la vie, mais d'une manière qui échappe au genre même du drame familial ou du film naturaliste. Enfin, après, j'imagine que chacun a envie d'échapper à ça. Je prétends pas être la seule, mais j'ai toujours espéré que les gens sortent de mes films en ayant un sentiment de vie plus qu'un sentiment de cinéma. Bien que je n'ai rien contre le cinéma qui donne un sentiment de cinéma. Enfin, je veux dire, c'est aussi une chose qui est très importante et que j'apprécie particulièrement comme spectatrice, mais j'y vois vraiment une sorte de... Enfin, j'y vois deux choses de nature très différentes, de façon vraiment existentielle presque. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça en le faisant, et j'ai besoin de ça alors en le regardant. C'est-à-dire, je regarde pas mes films une fois qu'ils sont faits, mais j'ai besoin de me dire que mes films vont dire quelque chose sur la vie. Alors dire quelque chose, c'est pas passer un message, faire une leçon de morale, ou c'est pas ça, c'est juste donner un sentiment de vie, capter quelque chose qui peut avoir avec la lumière, mais une vérité. Et quand je dis une vérité, encore une fois, c'est pas une chose qu'on peut résumer dans des termes, mais c'est le sentiment d'avoir saisi quelque chose qui a à voir avec la vie, quoi. C'est vraiment ça que je recherche dans mon cinéma. Et après, juste parce que comme vous avez passé 2 extraits, dans lesquels l'un et l'autre, dans ces 2 extraits, on voit des personnages parler d'œuvres, c'est une chose sur laquelle on m'interroge souvent. Pourquoi je fais dans mes films, j'hésite pas à faire parler de cinéma, de livres, je crois pas du tout que ce soit
revendiquer de façon, comment dire, l'intellectualisme de mes personnages, mais c'est simplement, ça a à voir là encore avec cette recherche d'un cinéma qui restitue quelque chose de la vie telle que je la perçois. Simplement, dans la vie, les gens parlent énormément de littérature, de cinéma, d'exposition, et pas que, enfin je crois beaucoup plus que ce qu'on peut bien laisser croire dans les films, que l'image qu'on en donne dans les films. Je crois que c'est très important pour beaucoup de gens, quoi. Tout milieu confondu, et ça m'a toujours intéressé de ne pas censurer ça, c'est-à-dire de ne pas, sous prétexte que c'est un scénario et que c'est du cinéma, considérer que ce ne serait pas digne du cinéma ou que ça ne ferait pas partie de ce qui a sa place dans un scénario, de voir les gens parler et même de cinéma, littérature ou quoi que ce soit. J'essaye de ce point de vue-là, quand j'écris, j'essaye d'être très vigilante par rapport à ça, c'est-à-dire de me défaire de ces espèces de réflexes qu'on a dans les scénarios, d'écarter certaines choses parce qu'elles ne sont pas censées être cinématographiques en fait, et justement d'aller m'intéresser à des choses qui sont censées ne pas l'être, j'ai tendance à les trouver d'autant plus intéressantes. Voilà. Même si ça peut parfois produire un sentiment d'étrangeté. Je sais qu'on m'a souvent, sur mon troisième film, dans Un amour jeunesse, à un moment donné, il y a une scène où les deux personnages se retrouvent et c'est une scène qui est importante. Et en fait, je les fais parler, ils sortent d'un film et ils débattent sur le film. Et je pense que ça a pu même déranger les spectateurs parce qu'à ce moment-là, peut-être même ça les sort du film, j'en sais rien. Mais en même temps, quand j'avais eu l'idée de cette scène, je m'étais dit tiens, au fond, pourquoi je devrais me priver de ça alors que dans la vie c'était comme ça. Et dans l'avenir, qui est donc toujours en salle, hein, vous pouvez voir, vous vous autorisez même à filmer la pensée. Oui, je crois que j'aurais pas pu faire ce film plus tôt. Je crois que chaque film est lié à une époque. Enfin, il y a des films pour lesquels on est mûr ou pas mûr, et celui-ci, qui est au fond le premier qui représente de manière aussi frontale, directe et la moins transposée en fait, le monde dans lequel j'ai grandi, puisque je suis fille de prof de philo et que le monde de l'avenir c'est vraiment le mien, plus encore au fond que celui de mon premier film. Mais en fait, je crois que j'aurais éprouvé une gêne encore 2 ou 3 années auparavant à parler de ça. Et à un moment donné, j'ai senti que j'étais prête et je me suis posé la question, quand j'ai eu l'idée de faire ce film qui était un portrait d'une femme à un certain tournant de sa vie, confrontée à toutes sortes de deuil, confrontée à la solitude. Je me suis posé la question de transposer comme j'avais pu le faire, par exemple pour Un amour de jeunesse, enfin, et d'en faire autre chose qu'une professeure de philosophie. Et en fait, sauf que quand j'ai commencé j'ai pris des notes et puis je me suis rendu compte de l'importance de la pensée pour cette héroïne, et que j'avais l'impression que si je le transposais, ça aurait été quelque chose qui aurait eu à voir avec un manque de courage de ma part, de ne pas vouloir affronter cet aspect-là, de peur de paraître trop intellectuel, ou trop ceci, ou trop cela, enfin qu'on me reproche, que c'est un petit milieu, enfin tout genre de lieu commun qu'on peut dire dès qu'il s'agit d'intellectuels dans le cinéma français. Et en fait, le fait d'avoir conscience de ça et de ce risque-là, qu'on me reproche ces choses-là, je crois, a fini par me motiver ou me stimuler encore plus pour le représenter. Je me suis dit, ben non, c'est justement parce qu'il y a ces préjugés-là, parce qu'il ne faut pas représenter ça, parce que c'est d'une certaine façon mal vu, que je dois le faire, parce que c'est le monde, que je connais, parce que j'ai l'impression de pouvoir le représenter d'une manière qui n'a pas été vraiment représentée. Et parce qu'on voit trop peu au cinéma, en fait, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir, on voit trop peu des gens qui pensent et qui assument cette part de la pensée dans leur vie. C'est une chose que je trouvais belle et je trouvais ça important de la représenter, surtout aujourd'hui. Alors moi, ce que je trouve beau aussi dans votre cinéma, c'est le mouvement. On a vraiment toujours des personnages qui sont en mouvement, qui sont lancés comme ça dans une trajectoire qu'on voit souvent marcher, arpenter, discuter. Et là, en l'occurrence, c'est flagrant. Vous verrez, pour ceux qui restent à la séance, qui suit donc cette masterclass, le père de mes enfants s'ouvre vraiment par une partie où on a un personnage qui est en déplacement, sans arrêt en déplacement, en mouvement, et dès lors qu'il s'arrête... Voilà, je ne peux pas dévoiler bien sûr pour ceux qui découvriraient le film pour la première fois aujourd'hui, mais pourquoi ce goût pour le mouvement, la circularité, les déplacements? Donc, il y a beaucoup de déplacements dans vos films. Je crois qu'on voit aussi beaucoup les personnages marcher. Il y a beaucoup de plans qui peut-être pour d'autres ne seraient pas utiles, mais on voit beaucoup dans mes films les gens pousser des portes,
traverser la rue, enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Comme ce qui m'intéresse, c'est donc, comme je vous disais, d'essayer de capter une présence, enfin de saisir une présence à travers le cinéma. C'est une sorte de portrait, quoi, mettons des portraits en mouvement, forcément, puisque c'est du cinéma. C'est ce qui différencie quand même de la peinture. Et du coup, ça passe aussi beaucoup pour moi par des plans, y compris silencieux, de marche, de déambulation, de promenade. C'est vrai que c'est une chose qui est très récurrente. C'est difficile de l'expliquer, mais ça, je crois que ça a à voir là encore avec cette recherche dont je vous parlais de vie, quoi. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que je crois que certaines évolutions de ma mise en scène sont venues des personnages. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais décidé au préalable de certaines intentions formelles et que du coup ça m'avait conduit aux personnages qui correspondaient à ces intentions. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je suis toujours partie des personnages. En fait, non, je suis toujours partie d'un sentiment. Un sentiment qui était toujours lié de façon organique à un tel ou tel personnage, enfin, mais vraiment toujours un personnage. Chacun de mes films est parti d'un sentiment lié à un personnage, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et en fait, le rythme du film ou son style, en général, il a découlé de la personnalité du héros, quoi. Et en fait, je crois que de ce point de vue-là, le père de mes enfants a eu une énorme influence sur mon cinéma, parce que pour la première fois, après Tout est pardonné, qui était plus posé, aussi c'est que j'avais une grammaire très très limitée quand j'ai fait Tout est pardonné, c'était mon premier film, je savais à peine ce qu'était un découpage, donc il y a aussi ça qui, bien sûr, qui est déterminant, mais au-delà de ça, c'est vrai que quand j'ai fait le père de mes enfants, je parlais c'était sur cette figure d'un producteur qui lui était tout en mouvement, qui avait cette énergie folle, et c'est d'ailleurs une chose qui m'avait extrêmement impressionnée et plu quand j'avais rencontré Humbert Balzan, le producteur qui a inspiré ce film. Et je crois que le fait de filmer Ludo Lanzin comme ça, tout en mouvement, très hyperactif, bougeant dans tous les sens, cette énergie-là, comment dire, c'est déjà l'énergie d'Humbert Balzan, à vrai dire, m'a beaucoup influencée quand je l'ai rencontré, parce qu'elle m'a sorti de cette mélancolie dans laquelle j'avais l'impression sinon de risquer de sombrer, ce qui est un peu évidemment paradoxal et tragique quand on sait comment ça s'est terminé, mais néanmoins c'est quand même ça que je garde de lui, c'est cette énergie, c'est cette façon d'avancer tout le temps. Du coup, ça a influencé le film que j'ai écrit, inspiré de lui, et en faisant ce film et en filmant quelqu'un qui courait tout le temps, qui allait de l'avant, et bien, j'ai eu un immense plaisir à filmer le mouvement. Et du coup, je crois que ça reste et que ça a influencé tous mes films suivants. Donc il était question d'Éden, de jardin d'Éden. Alors on va passer carrément là dans le jardin d'Éden, et donc dans cette deuxième partie que j'ai appelée les paradis perdus, qui donc infuse votre œuvre. Et on va passer à un autre extrait qui est donc Un amour de jeunesse. L'extrait est un petit peu long, 5 minutes 30, et on le commentera ensuite. Merci. La première homme, la première femme, et voilà, j'ai un commentaire peut-être là-dessus, si c'est ce sentiment-là que vous poursuiviez en filmant cette scène. Oui, c'est très, bien sûr c'est ça, mais c'est très simple, c'est que j'ai été filmer le lieu même, pour le coup, et je crois que c'est la seule fois que j'ai fait ça de mes souvenirs. Parce que en fait, j'ai tourné ces scènes en Haute-Loire, à part la maison où il séjourne, parce que je voulais pas tourner dans la maison qui était celle de ma famille, mais c'est la seule chose que j'ai pas fait sur les lieux mêmes. Sinon, chaque sentier, enfin, et la maison qu'elle définit comme la maison de ses rêves, c'était une maison qui était à 1 kilomètre à pied de la maison de ma grand-mère, et où j'ai passé de fait toute mon enfance et mon adolescence à aller, et la maison il y a souvent personne, et donc c'était notre grand jeu, quoi, d'aller là-bas et de passer du temps là-bas et de faire comme si c'était notre maison, et j'ai voulu, quand j'ai fait ce film, j'avais vraiment le sentiment d'aller à la source, vraiment au sens propre, et c'est ce que j'ai fait, puisque en fait cet endroit c'est tout près des sources de la Loire, et j'ai été filmer, ce sont les derniers plans du film s'y trouvent. J'ai été filmer des scènes au bord de la Loire, dans les lieux mêmes où je me baignais. C'est vrai que pour faire ce film, j'avais besoin de filmer ces lieux-là
que rien ne pouvait vraiment remplacer. Enfin, c'est très subjectif, c'est pas qu'il n'y a pas des lieux aussi beaux ou plus beaux, mais on a un attachement bien sûr affectif avec certains lieux de son enfance, son adolescence, les lieux où on a passé les moments les plus heureux, ce qui est le cas pour moi. Et je crois que ces lieux-là, on sait les filmer. Moi, je crois que je ne suis pas capable de filmer de la même façon un lieu que je connais pas, qu'un lieu dans lequel j'ai passé des heures, voire des années. Enfin, on a un rapport quand même très fort avec ces lieux-là, et ça m'a frappé quand j'ai fait Un amour de jeunesse, parce que d'abord je m'étais dit, je ne vais pas aller sur ces lieux-là, il faut que ce soit différent, il faut que je réinvente, etc. Et j'avais fait des repérages, et j'avais cherché dans le même coin d'autres plages, d'autres chemins, et je les trouvais tous moins beaux, et ils étaient sans doute pas moins beaux, même si je pense que les repéreurs ne connaissaient pas autant de secrets sur les chemins de la Haute-Loire que moi, mais je savais moins bien les filmer en fait, et je pense que des lieux dans lesquels on a passé un temps infini, on a une sorte d'instinct sur où placer la caméra, etc. C'est ça qui était important pour moi. Je crois aussi que c'était une manière de sortir de l'enfance, de faire ce film. En fait, en revoyant là, je me dis c'est une manière de faire le deuil, c'était une façon d'y revenir, de l'immortaliser, mais aussi d'en faire le deuil. Bien sûr, tout tourne autour de cette question du paradis perdu, mais il fallait que cette chose, tout ce que je raconte dans Un amour de jeunesse sont des sentiments qui m'ont hanté pendant tellement longtemps, j'avais besoin d'en sortir vraiment. Et les filmer, c'était une manière de les revivre et d'en sortir à la fois. Il y a ce paradoxe, je crois, qui est au cœur du cinéma, en tout cas du cinéma que je fais. C'est vraiment un paradoxe parce que j'ai l'impression que les films sont toujours à la fois des deuils et l'impossibilité de ce deuil. C'est une manière de revenir, de revivre les choses, de les faire renaître, mais différemment, à la fois pour s'en libérer et pour ne pas s'en libérer, quoi. J'arrive jamais complètement à trancher entre ces deux idées. Et pour moi, c'était ça, faire Un amour jeunesse, c'était revenir là-bas, retourner à la source, me baigner encore une fois dans cette eau, peut-être la dernière fois. Alors, vous baignez, il y a des scènes de baignade dans tous vos films, sauf dans Eden, précisément, alors que ça porte le nom. Ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs. Il y a une scène de piscine quand même. J'avais Eden, Eden devait être beaucoup plus long au départ, c'était 2 films. Et dans la version initiale d'Eden, il y avait donc 2 scénarios, et la deuxième partie, et le deuxième film commençait en Finlande, avec une demi-heure de baignade dans des lacs de Finlande, mais j'ai dû couper cette partie pour arriver à faire le film, et l'eau m'a beaucoup manqué sur le tournage d'Eden. C'est-à-dire qu'aussi, j'ai éprouvé un plaisir vraiment enfantin à faire les films, par exemple, c'est une chose qui m'a toujours fascinée chez Bergman, le fait qu'il faisait ses films l'été, enfin que pendant l'année, il faisait ses pièces de théâtre, etc. Puis les films, il les faisait l'été. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours associé le cinéma aux vacances, à l'été. Ça peut vous paraître un peu naïf, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Il y a un attachement à l'enfance, enfin, chez les cinéastes, qui est quand même une chose récurrente, et c'est mon cas. Tous mes films, et Eden à sa manière, mais par le biais de la musique, de la fête, mais tous les autres films reviennent à ça à un moment ou à un autre. J'arrive pas complètement à m'en défaire. Donc, pour revenir sur cette notion de paradis perdu, vous travaillez aussi beaucoup avec la lumière, avec le passage des saisons. Est-ce que la peinture impressionniste est une inspiration pour votre cinéma ? Oui, évidemment. Une inspiration, je veux dire, c'est difficile de revendiquer ça. C'est pas que je pense à des tableaux impressionnistes, et j'ai jamais, que ce soit pour la peinture ou pour le cinéma, quand je fais mes films, que ce soit au moment de l'écriture ou de la réalisation, j'essaie de trouver mon propre langage et de pas. Je suis jamais dans l'imitation de ce que j'aime, quoi. Mais néanmoins, c'est ça je pense que c'est ça qui m'habite le plus. Enfin, je crois qu'il n'y a rien qui m'a jamais autant touché du point de vue aussi profondément du point de vue de la peinture que la peinture impressionniste, quoi. Renoir, enfin les Bonnard aussi, enfin voilà, c'est des choses qui je peux rester, enfin c'est ces tableaux-là qui j'ai l'impression d'accéder à l'infini, enfin devant ces tableaux-là plus que devant d'autres. En même temps, je retrouve aussi ça chez des peintres qui tout à fait contemporains, mais sans doute qu'il y a un lien avec ça. En fait, je crois que c'est un lien avec la peinture figurative. Je crois que c'est quand même ce qui me touche le plus. Et chez Hockney, par exemple, je retrouve le même sentiment, quoi, dans la couleur, dans quelque chose d'indéfinissable, et qui fait que vous pouvez rester
des heures avec ce sentiment d'être là devant quelque chose d'absolument vivant alors même que c'est figé, quoi. Alors, vous déploriez l'absence de baignade dans Eden. Néanmoins, dans Eden, on a affaire aussi à un moment donné à une... Quoi, boulevard. Oui, c'est vrai. Mais donc, moi, je vous propose de regarder un autre extrait d'Eden que j'ai appelé Paradis perdu. Ce qui est curieux, c'est que là, on n'est pas du tout en pleine campagne, on n'est pas en pleine nature, on est dans une boîte de nuit. Alors, si on pouvait lancer l'extrait, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué dans votre cinéma, qui est quand même très présent, c'est les transitions, souvent figurées par des fondus au noir, ou des passages comme ça. En fait, ça a à voir avec... Il y a des sortes de trous dans mes films, c'est-à-dire qu'il y a des... Et ça, je crois que ça a à voir avec, d'une certaine manière, avec l'impressionnisme. En tout cas, le fait de faire le choix de mettre la lumière sur quelque chose et de laisser quelque chose complètement dans l'ombre, de ne pas expliquer, de pas... Et donc c'était un peu des blocs, comme des blocs de, je sais pas si on peut dire des blocs de lumière, mais en tout cas des blocs qui sont dans la lumière, et puis d'autres qui sont complètement laissés dans l'obscurité. Il y a ça dans mon premier film, puisque je fais 3 chapitres. Alors là c'était plus raide, après ça a évolué vers des choses de plus en plus fluides, de plus en plus vers des fondus en fait. Mais mon premier film c'était des cartons, et il y avait des années qui passaient entre c'était 3 chapitres, et entre ces chapitres il y avait vraiment des années qui... Et ça avait à voir avec ce que racontait le film, parce qu'il y avait l'idée que ce personnage de Paul, le héros de mon premier film, il avait passé 10 ans de sa vie sans trop savoir ce qu'il avait fait, c'était comme un trou noir. Et il y a un peu ça dans mes films, et là un petit peu aussi en fait, puisque donc c'est la transition entre les deux parties, et puis il y a cet accès, enfin c'est une sorte, c'est à la fois l'apogée, enfin et puis en même temps c'est le début de la descente, quoi, et le temps, c'est pas anodin, évidemment, le temps s'accélère, c'est-à-dire qu'on était vraiment au présent pendant toute cette première partie, puis tout à coup, en l'espace de quelques plans, on voit 2003, 2004, 2005, enfin, il y a vraiment l'idée que tout à coup, c'est ce qui ne va pas, en fait, c'est qu'il ne sent plus le temps passer, le temps passe de plus en plus vite, ça a à voir évidemment avec aussi le fait de vieillir, et de se répéter, d'être dans un cycle, enfin, mais c'est au cœur de mes films. Ce qui est un peu ironique, c'est que quand j'ai fait ce film, en fait, c'était après un amour de jeunesse, et il y avait 2 raisons, enfin, il y avait plusieurs raisons, mais déjà j'avais un ami, vous savez qu'une chose qui me reste en mémoire, c'est qu'un ami m'avait dit, un ami très proche, après avoir vu un amour de jeunesse, qui trouvait le film extrêmement mélancolique, et il m'avait dit, mais tu sais, adolescence, c'était pas que ça ton adolescence, enfin il y avait quand même beaucoup la fête, etc. Et il m'avait reproché de faire l'impasse là-dessus, comme si je ne voulais montrer que un visage le plus sombre, et ça le désolait que je ne montre que ça, et en fait ça m'a tout à coup comme réveillée par rapport à ça. Je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, pourquoi s'interdire cette chose-là qui a été si importante, si centrale. Et puis, c'est venu du désir de représenter ma génération d'une manière plus large, et je me suis rendu compte que la personne, enfin, le personnage qui serait le plus juste serait un personnage inspiré de mon frère, puisque lui avait vraiment été au cœur de cette scène qui incarnait pour moi vraiment la génération des années 2000, et la scène électro. Et donc j'avais vraiment envie de faire un film qui en fait me sorte non pas de moi, mais enfin d'une certaine mélancolie. Puis à l'arrivée, c'est vraiment mon film dont les gens me disent que c'est le plus sombre, le plus mélancolique. J'imagine que ça m'a échappé, enfin c'était pas volontaire, quoi, mais je crois que les choses vous rattrapent, voilà. Là, dans l'extrait, on voit également faire son entrée dans ce paradis, qui est figuré par la scène où il mixe, il est en surplomb, il est vraiment, comme vous le disiez, à l'apogée, quoi. Oui, c'est l'apogée, et en même temps c'est le début de la fin, dans le sens où justement ce surplomb le coupe du public, c'est-à-dire que dans le début du film, quand il commence à être DJ, qu'il n'est pas encore connu, il est vraiment au milieu de la foule, et on peut voir, si on observe ça, que plus le film va avancer, plus la distance va se creuser entre lui et son public, et ça a à voir avec le fait que les DJ deviennent de plus en plus stars, et avec le statut, ça a à voir avec le succès de ça, mais c'est aussi le début du fait de perdre prise, enfin, et de perdre le contact avec le réel. Ça dit beaucoup de choses, cette distance physique qui s'accroît, enfin, avec le public. Et effectivement, dans les premières scènes qu'on avait vues dans ce même club qui s'inspire du Queen, il était au milieu de la foule au rez-de-chaussée, et puis à la fin il est comme sont les DJ d'ailleurs, je crois toujours maintenant, enfin pas dans ce lieu, mais dans des très gros clubs, en tout cas en hauteur, enfin en surplomb, et ça dit beaucoup de choses.
Et Laura Smet est le diable qui fait son entrée au paradis. C'est la mort, elle joue la mort, mais je trouve j'étais éblouie par ce qu'elle a fait dans Eden. Je sais que c'est très court et c'est pas forcément spectaculaire, mais je trouve que le naturel, l'humour, enfin la manière dont elle a embrassé le rôle et la manière dont elle s'est donné, comment dire, la présence qu'elle a donnée, dont elle a réussi à l'incarner en si peu de scènes, je la trouve extrêmement juste. Alors peut-être c'est parce qu'elle connaît assez bien ces nuits-là et ce monde-là, mais j'ai vraiment été très impressionnée par ce qu'elle a fait. C'est le moment de parler de votre art du casting, de cette science que vous avez pour dénicher de jeunes acteurs et les révéler. Je n'ai pas révélé Laura Smet. Non, mais Félix de Givry, Lola Créton, Constance Rousseau. Quelles sont les qualités que vous aimez chez les comédiens? Qu'est-ce que vous recherchez? On parlait tout à l'heure de l'histoire qui partait du personnage. J'ai besoin d'avoir un rapport vraiment... c'est assez sacré pour moi le choix des acteurs. C'est difficile de dire pourquoi, en tout cas sûrement pas pour des questions de performance. C'est-à-dire je ne crois pas que les acteurs que j'ai choisis dans mes films soient des acteurs qui étaient éblouissants en essai. Enfin, je ne les prends pas sur des critères voilà, qui seraient pleurés, qui seraient pro ou ceci ou cela, mais vraiment sur savoir avec leur présence, avec une forme d'innocence en fait. Innocence qui ne veut pas forcément dire que ce sont toujours des non-professionnels. Hein. J'aime autant travailler avec des professionnels qu'avec des non-professionnels. Pour moi, il n'y a pas de règle, ça dépend des films, ça dépend des rôles. C'est vrai, quand c'est des très jeunes gens, le truc c'est que j'ai fait plusieurs films avec des personnages très jeunes, donc ça m'a conduit à travailler avec des gens qui avaient très peu travaillé. En l'occurrence, Lola Créton, c'est Catherine Breillat, vraiment qui l'a découverte, puisqu'elle a joué avec elle quand elle avait 13 ans, et j'avais vu ce film, Barbe Bleue, dans lequel elle était incroyable, enfin de charisme, et elle avait presque une sorte d'aura, enfin vraiment, et j'ai peut-être flashé sur elle, mais c'est Catherine Breillat qui l'a découverte. Félix, il avait en revanche rien fait. Constance, ça a été une rencontre dans la rue, vraiment une très grande chance, parce que je trouve qu'elle est assez merveilleuse. C'est la comédienne de mon premier film. À chaque fois, c'est des histoires, c'est des cas particuliers. J'ai aussi travaillé beaucoup avec des comédiens qui avaient fait beaucoup de choses, comme Ludo Lanzin, ou évidemment Isabelle Huppert, là c'est notre extrême. Mais dans tous les cas, j'ai besoin de trouver comment je vais, en fait, de savoir comment je vais les filmer. C'est-à-dire que je crois que choisir les comédiens pour des films, c'est pas des critères de bon, pas bon, est-ce qu'on les aimait, pas aimé. Enfin, il y a des comédiens qu'on peut trouver très bien et avec qui on travaillera jamais, pas parce qu'on les trouve pas bien, mais parce qu'on n'a pas l'axe. Et moi, à chaque fois, les choix avec des acteurs, des jeunes gens ou des gens moins jeunes, c'est toujours parce qu'il y a une sorte de connexion avec eux, de choses, de liens, où tout à coup, je vois chez eux comme une sorte de lumière, d'aura. Constance, elle avait vraiment ça pour moi. Quand elle est débarquée au casting, et voilà, elle avait 16 ans, complètement sauvage, dans sa bulle, ailleurs. Mais il y avait quelque chose chez elle qui m'attirait irrésistiblement vers elle, qui avait à voir avec une certaine grâce, quelque chose que je percevais comme une certaine aura, mais que d'autres ne verraient pas, et à laquelle d'autres ne seraient pas sensibles. Et j'ai besoin qu'il y ait cette chose-là. Je ne pourrais jamais, jamais, jamais choisir un acteur parce qu'on me dit de prendre tel acteur pour des raisons d'argent, enfin je veux dire de trucs de financement. C'est vraiment une chose qui m'est étrangère, quoi. Je ne pourrais pas filmer quelqu'un que je n'aurais pas choisi de filmer pour des raisons profondes, intimes, que cette personne soit connue, pas connue, en fait, peu m'importe, du moment qu'il y a du moment que ce lien existe. Alors on parlait de transition, on va prendre une question dans le public avant de revenir à nos extraits. Y aurait-il une question ? Oui, alors soit vous parlez fort ou voilà. Quelqu'un peut donner un micro ? C'est le jeune homme ici. Je voudrais vous remercier déjà pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur les gens qui parlent de cinéma dans la vie et du coup vous filmez des gens qui parlent de cinéma, parce que c'est quelque chose que je trouve très important. Enfin, on parle vraiment tout le temps de cinéma et ça m'a marqué quand j'ai vu la scène de Showgirls pour la première fois. Et surtout c'est drôle parce que le débat Showgirls est quand même un débat assez connu, et enfin je voudrais vous dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, beaucoup de gens ont envie de voir Showgirls depuis qu'ils ont vu Eden, du coup merci.
Et Comme pas beaucoup de gens ont vu Eden, en même temps, ça ramène pas beaucoup de gens pour Showgirls non plus, je pense. parmi les gens qui ont vu Eden. Et du coup, ça fait un lien vers ma question qui concerne le nouveau film de Verhoeven, donc avec Isabelle Huppert. En fait, j'ai trouvé un lien entre votre film L'Avenir et elle. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais dans la scène très troublante de L'Avenir où Isabelle Huppert va au cinéma, où elle est un peu agressée dans la rue après, mais qu'elle se défend pas si bien que ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment... quand je suis sorti de elle, j'ai tout de suite pensé à ça. Je sais pas si vous avez vu le film, mais j'imagine que vous aimez bien Verhoeven, vous en parlez dans Eden. Et je sais pas ce que vous pensez du coup de ce lien-là, comme s'il y a une continuation entre les deux personnages, bien qu'ils soient quand même assez différents. C'est vrai qu'il y a ça, hein. Il y a ce lien dans les scènes, c'est juste sur cette scène-là, dans L'Avenir, ce qui ressort un peu, qui est peut-être un peu différent du film, et puis il y a ce lien étrange. Mais c'est bizarre parce que les films pourraient difficilement être plus opposés que L'Avenir et elle. J'ai vu bien sûr ce que fait Isabelle pourrait difficilement être plus différent. C'est d'ailleurs impressionnant, je trouve, comme avis sur Isabelle. C'est pas la première fois qu'on la voit passer d'un registre à l'autre, mais là je trouve de voir les deux films, j'imagine pour le spectateur qui aurait vu les deux à la suite et de voir ce qu'elle fait dans mon film et dans elle, quand même on mesure l'ampleur de son talent, de voir qu'elle est capable de faire des choses si différentes. Et c'est vrai que c'est curieux parce que les films sont très très différents, voire opposés à plein d'égards, et puis en même temps il y a des espèces de liens bizarres comme celui-là, ou peut-être le chat aussi, c'est très bizarre le chat. Après peut-être parce que les femmes de cet âge ont des chats, dans ce milieu-là, Les chats noirs, c'est vrai. L'espèce de rapport bizarre qu'elle a avec son chat et la manière dont dans les deux films ça a à voir avec la sexualité, parce que même si c'est peut-être plus secret, moins évident dans L'Avenir, le chat, de mon point de vue, est aussi une forme d'extériorisation, d'incarnation du ça. Il y a une sorte de circulation des inconscients, et là où c'est encore plus bizarre pour moi, c'est du fait que ce soit après que j'ai fait un film dans lequel il y a une scène où on parle de Verhoeven et des débats sur les films de Verhoeven, puisque ce film est encore un film qui fait débat avec l'actrice, donc ça devient un petit peu vertigineux. Donc j'ai même eu, c'est vrai que j'ai eu du mal à voir le film, je l'ai vu et j'étais un peu troublée en voyant le film par toutes ces choses. Alors on va reprendre notre discussion, on vous redonnera la parole ensuite. Donc on va passer au troisième chapitre, c'est comme dans le film, j'ai chapitré, que j'ai appelé du temps à passer. Donc on va parler de ce motif très important dans votre cinéma, c'est le passage du temps. Et le fait aussi que des personnages reviennent sur des lieux et dans des atmosphères qui ont radicalement changé, avec des changements de lumière. Voilà, donc on va diffuser tout de suite un extrait, l'extrait numéro 5, Le père de mes enfants, le retour à la chapelle. Et en miroir avec une autre au début du film, où le père est présent. On a la même configuration familiale, on va dire, mais le père est présent et donc raconte à sa famille l'histoire des Templiers et l'histoire de cette chapelle. Et donc là, la famille retourne sur ces lieux, le père n'est plus présent car il a disparu tragiquement. Et voilà, et je trouve que de manière générale, je tenais à montrer cet extrait, que ce soit dans Un amour de jeunesse, où on voit la jeune fille après revenir dans cette maison de campagne. Dans tous vos films, en fait, les décors, les lieux font retour, les personnages aussi reviennent sur ces lieux-là, mais dans des atmosphères qui ont radicalement changé, qui attestent du passage du temps. C'est vrai que vous mettez le doigt sur une sorte de... J'espère que ça va pas... peut-être ça me permettra justement que ça ne devienne pas un tic, mais en tout cas une récurrence de mes films, les lieux, on les visite 2 fois dans mes films. Enfin en tout cas les lieux importants, on y retourne beaucoup. Dans L'amour de jeunesse, c'est la Loire, la rivière, le lac, il retourne à la fin sans Sullivan. Dans Tout est pardonné. Alors, on revoit, il y a ça souvent dans des lieux de campagne, de nature, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mes films souvent tendent vers ce moment où un personnage se retrouve dans un lieu vide d'une présence, et qu'en fait j'ai besoin de construire d'abord cette présence dans une première partie,
faire ressentir comment ce lieu est habité par cette personne. C'est une chose qui m'a toujours extrêmement attirée, enfin, de manière d'ailleurs presque sensuelle, enfin, c'est pas quelque chose d'intellectuel, ce besoin d'aller, ce désir vraiment de immortaliser, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas de garder en mémoire, enfin de garder la trace d'un lieu dans lequel il n'y a plus cette personne et d'avoir partagé avant avec le spectateur ce que c'était que la présence de cette personne. Je crois que ça, c'est peut-être juste une idée très banale qui est celle du deuil, et ça a à voir avec la cicatrisation de ça, mais c'est là pour le coup c'est vraiment une chose qui me hante, presque comme le frais des fantômes, quoi. Et il y a ça, oui, il y a eu ça de manière différente dans tous mes films. Ça a aussi à voir avec le fait de devenir à l'heure adulte, c'est un mot toujours un peu, bon, pas très séduisant, mais en tout cas avec une forme d'émancipation, ce moment où un personnage est capable d'être seul, mais n'est jamais complètement seul dans cette solitude, quoi. Enfin, c'est une solitude toujours pleine de... Alors, est-ce que ce sont des fantômes ou soi-même? Enfin, le film se pose cette question du sens de cette solitude et de son... Voilà, est-ce qu'on est bien avec cette solitude? Est-ce qu'elle est subie? Est-ce qu'à un moment, elle représente une forme de liberté ou un abandon? Il y a ça aussi dans l'avenir, dans mon dernier film, puisque l'héroïne est souvent très, très seule, mais est-ce que le film tend vers ce sentiment d'une solitude qui n'est pas une solitude subie, qui est une solitude libre, voilà. J'ai l'impression que les films me servent à trouver ça, en fait, y compris dans ma propre vie. Enfin, les films, je ne sais pas s'ils peuvent aider à vivre d'autres gens, mais moi, ils m'aident à vivre. Les faire m'aident vraiment à vivre et à trouver le sens et à accepter cette solitude qui est celle de tout le monde, quoi, qui est le propre de grandir et du passage du temps, quoi. Il y a aussi, outre les décors et la récurrence et la visite à deux reprises des lieux, il y a aussi une circulation des objets dans vos films qui sont toujours porteurs de souvenirs. C'est presque de l'ordre même du gimmick par moment, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais en fait, c'est le rapport à la matière, je crois que ça s'oppose pas du tout, enfin c'est complémentaire de l'esprit, quoi. Je pense que plus mes films, d'une certaine manière, sont dans un questionnement d'ordre spirituel, parlent de choses qui ont à voir avec ça, plus les objets sont présents et seront présents. De la même manière que on parlait tout à l'heure un tout petit peu de peinture et sur comment vous pouvez être devant un tableau qui n'est que une surface et pourtant avoir l'impression d'accéder à l'infini. Pour moi, le spirituel, la quête de quelque chose qui a à voir avec l'invisible transite par les objets, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant au cinéma, ce rapport à la matière, que j'ai commencé vraiment cette question que j'ai commencé vraiment à me poser avec le père de mes enfants quand j'ai commencé à filmer les affiches, les scénarios, les objets. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'à la fois très ludique là-dedans et que le sens passait par là, quoi. Et après, c'est vrai que dans chacun de mes films, ça s'est traduit d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire dans le père de mes enfants, c'était les affiches, les scénarios, les DVD. Dans Un amour de jeunesse avec l'architecture, bon, bah, il y a eu 1000 manières évidemment par lesquelles ça s'est traduit. Eden, les vinyles, et l'avenir évidemment les livres. Mais je crois que ça a à voir avec le rapport que j'ai moi-même avec les objets, mais c'est pas tellement du fétichisme que vraiment le sentiment que les objets font partie de notre vie, racontent des choses. Voilà. Dans Un amour de jeunesse aussi, il y a ce chapeau d'été qui s'envole. Ici, c'est ce plan sur cette échelle dans Le père de mes enfants qui coïncide avec qui a évidemment une valeur symbolique, puisque l'échelle nous renvoie évidemment. Et c'est aussi l'obsession des... Moi j'en avais parlé avec un cinéaste à l'époque, il y a des cinéastes qui sont obsédés par les fenêtres, les portes, les escaliers, c'est un peu mon cas, et savoir, bon, bien sûr l'échelle, après la mort on peut voir ça comme... Mais c'est surtout pour moi c'est l'idée de l'escalier du passage d'un lieu à l'autre, et là encore cette idée de transition, et c'est vrai que je filme énormément de personnages qui montent et descendent des escaliers, ouvrent des portes, enfin bon, mais je crois que c'est récurrent chez énormément de cinéastes.
Alors moi j'ai une citation que j'aime bien, j'aimerais bien vous soumettre, qui résonne je trouve avec l'avenir, parce qu'on évoquait la place évidemment de la philosophie dans le film, et le fait que vous soyez vous-même la fille de deux enseignants en philosophie. Donc c'est une citation de Louise de Villemorin qui dit « Philosopher n'est qu'une façon de raisonner la mélancolie ». Je ne sais pas si ça résonne avec votre cinéma. Philosopher n'est qu'une façon de raisonner la mélancolie, et pour moi je trouve que c'est assez constitutif de votre démarche. En tout cas, disons oui, ça résonne évidemment énormément. Ce lien, il a été fait par mes parents, enfin à travers mes parents, je l'ai fait très tôt, quoi. Ce lien entre la philosophie et la mélancolie, je crois que mon père était vraiment, enfin il est toujours là, mais je l'ai toujours représenté pour moi l'incarnation de ce lien-là, étant lui-même à la fois professeur de philo, donc quand même du côté de la pensée, de la raison, très kantien, et en même temps profondément mélancolique, grand lecteur de poésie, hanté aussi lui-même, et oui, je crois qu'il peut y avoir un lien, comme si la philosophie servait à structurer cette mélancolie, et moi le cinéma me sert à structurer la mélancolie, et en la structurant on ne s'en libère pas, et de toute façon pourquoi s'en libérer, enfin on ne peut pas vraiment changer de nature, mais on vit avec, mieux on en fait quelque chose, je sais pas, c'est peut-être moins autodestructeur. Mais c'est avant tout une histoire de structure, et donc cette obsession peut-être vous voyez, des dates, des ellipses, de construire enfin, l'architecture des films, le fait qu'il y ait comme ça quelque chose de très dessiné, enfin sur le plan des films, le passage du temps, je crois que ça a vraiment à voir avec ce besoin de mettre un cadre à quelque chose qui est plus chaotique, qui est informe, qui serait juste quelque chose de douloureux, de sombre, et le fait de mettre un cadre, c'est pas forcément mettre des mots, mais voilà, mettre un cadre, c'est quand même cadrer, c'est quand même vraiment ça, faire des films avant tout, c'est trouver la bonne distance, la bonne valeur, le bon cadre, et bien trouver le cadre, au fond, pour moi, c'est presque l'équivalent de trouver le sens, bien que le cadre ne donne pas un sens précis, ne serve pas, encore une fois, à transmettre un message, à répondre aux questions, et bien le simple fait c'est parce que ça délimite, et en délimitant, eh bien, on va pas dire ça enferme, mais en tout cas, ça vous permet aussi ça vous affranchit de quelque chose. Et c'est toujours ça, je crois, que j'ai recherché au cinéma, et je crois que une certaine obsession que je peux avoir du cadre, et le fait que je puisse jamais couper, par exemple, les pieds et les mains à partir du moment où je fais un cadre qui va jusque-là, enfin l'idée de couper même un tout petit peu des mains ou des pieds si le cadre... cette idée que les pieds et les mains contiennent l'âme, il y a un texte de Pascal qui m'a beaucoup marqué, que Bresson lit dans un interview de lui que j'avais vu, et qui parlait du lien entre l'âme, la pensée et les pieds et les mains. Et c'est une chose à laquelle je pense souvent quand je tourne, et qui fait que, et c'est une chose qu'on partage avec le chef-op avec lequel j'ai fait mes 2 derniers films, Eden et L'Avenir, on avait ce goût pour ça. Denis Benoît. Ouais. Et ça a à voir, avec le cadre et au besoin de donner une forme, quoi. Et ça renvoie aussi à la peinture, hein, les mains, les pieds, connectés au spirituel. Alors je suis un petit peu anxieuse sur le passage du temps, justement, parce que comme on va enchaîner avec une autre séquence, moins 10 ? D'accord, il nous reste 10 minutes. Du coup, on va passer un dernier extrait, on prendra vos questions. Il n'est pas très long, il fait 2 minutes 22, et justement, on parlait de cadre. Là, on a un cadre dans le cadre, puisque c'est un dessin et qui illustre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est Eden, le final. On parlait tout à l'heure de personnages qui reviennent dans des lieux, et là, la particularité, c'est que ce lieu, c'est chez lui. Mais on ne l'a jamais vu seul chez lui, je crois. Je crois que c'est la seule fois dans le film, et évidemment tout le film amène à ce moment où enfin il peut être seul chez lui. Pour moi, c'est comme si c'est la page blanche, quoi, au sens littéral, puisqu'il efface le visage de son ami mort, qui est quelque chose d'assez... Enfin, c'est un geste à la fois très violent et en même temps peut-être vital pour pouvoir renaître. Et c'est à la fois la fin d'un cycle et le début d'une renaissance. Donc le film se termine sur
sur un moment de passage en fait. Tout est au fond assez ouvert, il y a quelque chose qui est profondément mélancolique et en même temps c'est quelqu'un qui est quand même qui recommence une nouvelle vie, quoi. Je le vois vraiment comme ça et qui se trouve peut-être dans l'écriture, dans la poésie avec ce poème qui n'a jamais cessé de m'émouvoir parce que je m'identifie complètement à ce qu'il raconte. Tous vos films, en fait, au fond, pourraient s'appeler l'avenir, parce qu'ils se terminent toujours par un regard vers l'avenir, en tout cas, ils sont scandés comme ça et ouverts toujours sur l'avenir. Ça dépend des spectateurs. Il y en a qui, au contraire, trouvent qu'ils sont tournés vers le passé. Moi, évidemment, je préfère penser qu'ils sont tournés vers l'avenir, mais j'imagine qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des deux, mais je crois qu'il y a un mouvement quand même qui va plutôt vers l'avant malgré tout, et ça a rapport avec le besoin personnel que j'ai de me servir du cinéma pour aller plutôt vers l'avant que vers le passé, même si pour construire ce mouvement, je me nourris de choses du passé aussi. Alors, il nous reste assez peu de temps pour prendre des questions, néanmoins, on va en prendre quelques-unes. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Donc, monsieur, oui. Monsieur. Moi, j'ai pas de question, je viens d'arriver, je sais juste pas. D'accord. On vous écoute. Allez-y. Bonjour, merci. Je vais revenir sur les notions de cadre, on va dire. En fait, bon, je vais encore recommencer après hier, mais je fais une école de cinéma et j'ai parlé à des chefs opérateurs et ils m'ont confirmé, enfin ils m'ont dit un certain mythe qu'en fait un réalisateur français souvent ne sait pas donner sens à ses cadres. Or apparemment vous le faites très bien. Et je voulais savoir si vous êtes d'accord avec ça. On m'a beaucoup parlé par exemple du cinéma américain qui est en effet très dans la technique avec les effets spéciaux par exemple, mais aussi dans les valeurs de cadre. Et par contre le cinéma français, on a l'impression que en fait c'est beaucoup plus narratif, beaucoup plus dans la direction d'acteur, beaucoup plus dans le scénario. Et après, c'est vrai que dans le cadre, on a moins de sens, on va dire. On raconte plutôt une histoire. Et voilà. Donc je voudrais savoir si, pour vous, ce mythe existe ou pas. Non, je vois pas du tout ça. Je crois pas que les cinéastes français aient moins le souci ou le sens ou l'instinct du cadre que les cinéastes américains. À vrai dire, j'ai toujours du mal de toute façon à formuler des généralités parce que il y a de tout. Enfin, encore faudrait-il dire quel cinéaste, de quel cinéaste on parle. C'est très difficile de généraliser, mais je pense pas qu'il y ait plus une culture américaine du cadre qu'en France. Peut-être que le rapport au cadre n'est pas tout à fait le même, mais je crois qu'il y a aussi un lieu commun. Par contre, je crois qu'il y a un lieu commun dans cette idée que, par exemple, le cinéma français, parce qu'il serait, je dis bien il serait, parce que je crois pas que ce soit vrai en plus, mais plus bavard que le cinéma américain, serait moins dans la forme. Cette opposition qu'on fait tout le temps entre personnage bavard égale pas de pensée de la forme, je crois qu'elle est très naïve en fait. Je crois que la question de la forme ne se situe pas là et qu'elle n'a rien à voir avec le nombre de... c'est pas au poids, quoi. C'est pas avec le nombre de mots que prononcent les personnages. Par exemple, on a souvent des gens qui n'aiment pas Rohmer, souvent ils voient un cinéaste très bavard dans lequel il n'y a pas de forme, alors que c'est peut-être le cinéaste le plus sophistiqué au monde. Enfin, je veux dire, voilà, simplement, je crois que la question c'est celle de la définition de la forme et du cadre, et c'est pas forcément là où est la technique et là où cela se voit le plus. Voilà. C'est difficile de vous répondre bien, c'est vraiment une vaste question. Bonjour, vous parlez de grâce et de quête de spiritualité dans vos films et faites référence à Bresson. Pensez-vous un jour aborder le sujet du salut ? Je faisais référence à Bresson dans le sens où je vous disais que c'est un cinéaste qui avait beaucoup compté pour moi, bien que quand j'ai découvert, je ne comprenais pas forcément pourquoi et le sens que ça avait. Mais je ne suis pas sûre
de vouloir un jour aborder directement la question du salut, de la foi. Je trouve ça très difficile d'abord. Et bien que cette question m'intéresse, comme je pense qu'elle ne peut qu'intéresser, même si c'est en s'y opposant tous les artistes, je ne suis pas sûre d'avoir en moi le désir ou les capacités de l'aborder frontalement. Voilà, je peux pas, après c'est difficile de prédire, enfin je sais absolument pas de quoi sera fait mon avenir en termes d'inspiration et j'ai parfois été surprise par les sujets vers lesquels j'allais. Quand j'ai fait Le Père de mes enfants par exemple, j'étais la première surprise, je pensais jamais faire un film un jour sur un producteur de cinéma, il n'y avait rien qui a priori m'attirait moins que de faire un film là-dessus, ça a été un renversement de situation complet, c'est-à-dire du jour au lendemain quasiment, ce qui m'intéressait le moins a été ce qui m'intéressait le plus. Mais aujourd'hui, non, je ne me crois pas capable de faire un film qui serait frontalement là-dessus. Bonjour, Mia. Je suis une comédienne américaine et je commence l'écriture là et j'espère que je peux bien m'exprimer. Mais j'étais très touchée, je suis très touchée avec votre histoire, votre sensibilité, votre manière de travailler, les images, tout votre trajet me touche vraiment. Je sens très... je vous sens dans votre travail et tout, et à vie. Et ce que je voulais savoir, parce que là, j'étais toujours comédienne, et là, je commence l'écriture il y a très peu de temps, très peu de temps. Et comme vous avez commencé d'écrire, est-ce qu'il y avait... est-ce que vous avez déjà eu les idées avant, ou est-ce que quand vous avez commencé d'écrire, est-ce que ça est venu dans le procès d'écriture? Vous voulez dire au tout début de comment j'ai commencé à écrire des scénarios? Ou même, oui, le premier scénario, ou même après, est-ce qu'il y avait, avant de commencer, vous avez, bon, je vais écrire sur ce sujet-là, ou est-ce que ça est venu en écrivant? Je crois que j'ai une notion, avant d'écrire, c'est en deux temps, c'est-à-dire que j'ai une notion de, quand je me mets à écrire, quand même, de ce sur quoi je vais écrire, mais ça peut être extrêmement simple, ça peut être très peu de choses. Par exemple, vous parliez du chapeau tout à l'heure, d'un amour de jeunesse qui s'envole. Je crois que ça a été la première image que j'ai eue, c'était le point de départ du film, cette jeune fille qui était au bord de l'eau et son chapeau qui s'envolait. Alors, en fait, c'est une image d'où découlent plein de choses. Il va y avoir une image qui est très dense, en fait, en termes de sens et de ce qu'elle représente, de ce dont elle est chargée. Et en fait, je vais déplier cette image. Et en la dépliant, va naître le début d'une histoire. Et puis, je vais suivre un fil. Et voilà. Et parfois, je commence par la fin, par l'image de la fin. Le chapeau qui s'envole, c'est pratiquement les derniers plans de mon film d'Un amour jeunesse. Et ça a été, je crois, un des points de départ. Mais c'est une image qui est liée à un sentiment. C'est pas une image qui est liée à un simple plaisir esthétique. C'est toujours lié, habité par un sentiment précis. Mais c'est un sentiment que je ne peux pas toujours nommer, quoi. Mais voilà, au départ, il y a souvent comme ça quelque chose qui réunit à la fois la forme et du fond. Un sentiment, une émotion, et puis quelque chose de visuel. Et puis après, je le déplie, si on peut dire, ou je tire le fil, et puis je prends des notes, et après ça devient l'histoire, et après je passe un temps, ça peut être très très laborieux, je peux passer énormément de temps à chercher la structure, mais le truc moi qui est particulier par rapport à l'écriture, c'est que en fait avant d'écrire des films, j'écrivais des poèmes, enfin des poèmes en prose, et j'avais énormément de mal, j'ai énormément souffert dans l'écriture, c'était horrible en fait. Et du coup, moi ce qui a déterminé le rapport que j'ai eu avec les scénarios, c'est le fait que ça m'a servi avant tout d'échapper à ces angoisses-là, l'espèce de solitude d'écriture et d'insatisfaction et la frustration de ne pas trouver les mots. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être handicapée dans l'écriture, mais vraiment. Et du coup, voilà, j'ai écrit des scénarios, j'ai commencé à écrire des petits scénarios pour m'échapper de ça. Et du coup, ça m'a permis, je crois, c'est souvent comme ça quand on s'épanouit dans une pratique ou dans un art, c'est souvent
parce qu'on n'a pas réussi dans autre chose, enfin, et que du coup c'était une telle libération d'arriver à écrire sans ces angoisses, et puis le fait que l'écriture ne soit qu'une étape, qu'un passage, et que ça prenne vie après par le biais des comédiens, par le biais de l'incarnation, que ce soit vraiment les comédiens en fait qui soient les porteurs de ce texte et de ce film et qui donnent la vérité au film, et ben ça a été déterminant pour moi, et du coup ça m'a permis de me libérer de toutes ces angoisses d'écriture parce que je sais que c'est désacralisé, quoi. Je sais que l'écriture n'est qu'une étape, et finalement le film il s'écrit tout au long du processus, pendant la préparation. Je retravaille constamment les scénarios en tournage avec les comédiens, enfin, et jusqu'au montage. Donc voilà, ce qui a été déterminant pour moi dans le rapport à l'écriture, c'est le fait de faire un pas de côté par rapport à une forme d'écriture plus littéraire. Alors on va prendre la dernière question très rapidement parce qu'on enchaîne avec la projection. Bonjour, j'ai une question par rapport, je suis juste là, par rapport aux figures féminines dans vos films. Ça a beaucoup marqué, parce qu'on vous décrit souvent comme étant frêles, fragiles physiquement. Et justement, je trouve que vous contredisez ça par les films que vous réalisez et les figures qui sont très fortes, alors que justement les actrices que vous choisissez, et notamment aussi Isabelle Huppert, sont des personnes qui sont aussi un peu frêles physiquement, mais qui finalement se révèlent très fortes. Et je voulais savoir ce que vous vouliez dire du féminin, justement, de la figure féminine à travers votre cinéma, sur cette force qu'elles peuvent avoir. Ça, c'est le côté frêle, peut-être, de mes héroïnes féminines, c'est inconscient. En même temps, c'est vrai d'Isabelle Huppert, mais c'est pas vrai de tous les comédiens avec qui je travaillais. Il y en a qui ont... elles sont souvent elles sont très jolies, minces, mais elles sont plus rondes parfois que moi. Enfin, je choisis pas toujours des comédiennes très fines ou qui ont des silhouettes qui ressembleraient à la mienne, je crois. Après, je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas, cet aspect-là, franchement, il est inconscient et je le maîtrise pas. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup il est question d'une force intérieure qui ne se voit pas. Enfin, c'est l'idée de... ça, c'est vraiment au cœur de mon cinéma, l'idée que la vraie force ou la vraie liberté, c'est pas celle qui est ostentatoire, celle qui se voit d'une manière évidente, mais que c'est vraiment un chemin à faire à l'intérieur de soi. C'est de ça dont parle l'avenir. Parfois on me dit, ah mais alors cette héroïne elle est libre, mais elle n'en fait rien de cette liberté. Mais parce que pour moi la liberté c'est pas faire quelque chose de sa liberté ne veut pas dire faire des choses évidentes qui sauteraient aux yeux des spectateurs, aller, je sais pas, partir au bout du monde en bateau, je sais pas quoi. C'est pas ça la liberté, c'est quelque chose de plus mystérieux, de plus secret. Et c'est vrai que dans tous mes films je crois qu'il y a ce contraste entre une apparente fragilité et une vraie force qui se conquiert, qui a un chemin qui est celui du film. Merci infiniment. Merci.